Quand les projecteurs s'éteignent, Laurent Ruquier ne ressemble plus à l'homme qui fait rire la France. Derrière lui, une histoire d'amour vient de mourir. La télévision détourne peu à peu le regard, et le temps emporte un à un ceux qui ont partagé sa route. Pourtant, près de lui, un homme demeure. Complice, fidèle, presque trop présent pour ne pas faire naître les rumeurs, Jean-Philippe Janssens serait-il le nouveau chapitre de sa vie? Ou le public confond-il encore la tendresse avec l'amour? Bien avant les plateaux baignés de lumière, les rires du public et les fauteuils rouges de la télévision, il y avait un garçon discret, perdu dans une famille ouvrière du Havre. Laurent Ruquier était le dernier de 5 enfants, celui qui arrivait après les autres, dans une maison où l'on comptait chaque dépense, où l'on travaillait beaucoup et où les sentiments se disaient rarement. Un jour, une phrase s'est installée dans sa mémoire comme une écharde impossible à retirer. Sa mère répétait que, si la pilule avait existé plus tôt, cet enfant ne serait peut-être jamais venu au monde. Elle ne cherchait sans doute pas à le détruire. Elle parlait avec la rudesse d'une génération qui savait survivre, mais qui ne savait pas toujours protéger. Pourtant, pour le jeune Laurent, les mots avaient déjà frappé. Comment grandir sereinement lorsqu'on croit être né par accident? Comment se sentir attendu quand une simple phrase vous fait comprendre que votre absence aurait peut-être rendu la vie plus facile aux autres? Alors très tôt, Laurent s'est mis à chercher une preuve qu'il avait sa place, une preuve que son existence pouvait compter. Certains enfants réclament de l'affection, d'autres se cachent. Lui allait apprendre à faire rire. Derrière chaque trait d'esprit, il y avait peut-être une demande silencieuse. Regardez-moi, écoutez-moi, dites-moi que je ne suis pas de trop. Cette blessure ne l'a pas enfermé, elle l'a propulsé. Il a écrit, observé, travaillé avec une énergie presque féroce. Il voulait sortir de l'anonymat, non seulement pour devenir célèbre, mais pour transformer le doute en victoire. Le succès n'était plus un simple rêve. Il devenait une réponse adressée à cette maison modeste, à cette phrase ancienne, et peut-être à sa propre mère. Plus tard, lorsque Laurent Ruquier découvrira des humoristes inconnus, lorsqu'il offrira une place à ceux que personne ne regarde encore, ce ne sera peut-être pas un hasard. Il connaît la douleur d'être invisible. Il sait ce que représente une main tendue au moment où l'on doute de tout. Donner une chance aux autres, c'était aussi réparer quelque chose en lui. Mais la célébrité possède une cruauté particulière. Elle peut remplir une salle, faire applaudir des millions de personnes, sans jamais combler le vide laissé dans une cuisine familiale. Laurent allait devenir l'un des hommes les plus écoutés de France. Pourtant, devant ses propres parents, il resterait longtemps ce fils incapable de prononcer toute sa vérité. Et le plus douloureux n'était pas qu'il le rejette. Le plus douloureux, c'était qu'entre eux, les mots essentiels ne viendraient jamais. À la fin des années 90, Laurent Ruquier savait déjà manier les mots comme des lames. Sur scène, il provoquait, faisait rire, renversait les certitudes. Pourtant, derrière cette assurance, une vérité restait enfermée. Dire qu'il aimait les hommes ne relevait pas seulement de l'intime. Pour un artiste exposé, c'était aussi risquer les jugements et les portes qui se ferment. Alors il choisit le théâtre. Devant une salle entière, il prononça enfin ce qu'il n'avait jamais réussi à dire chez lui. Le public entendit sa vérité avant ses propres parents. Cette scène aurait pu être une délivrance. Elle devint aussi une blessure silencieuse. Son père et sa mère ne le rejetèrent pas. Ils accueillirent ses compagnons et continuèrent à l'aimer à leur manière. Mais chez eux, l'amour ne passait pas par de longues confidences. On recevait, on servait le repas, on évitait les sujets qui dérangent. Tout semblait accepté, et pourtant, rien n'était nommé. C'est là que se cache l'une des douleurs les plus profondes de Laurent. Il aurait voulu s'asseoir face à eux, raconter ses peurs, entendre peut-être une phrase capable de réparer des années de silence. Mais cette conversation n'eut jamais lieu. L'homme qui interrogera plus tard des écrivains, des responsables politiques et des vedettes devant des millions de téléspectateurs demeurait incapable de franchir cette dernière distance avec ses parents. On peut parler à toute une nation et rester muet devant les 2 personnes dont le regard compte le plus. Puis, Benoît Petitjean entra dans sa vie. Avec lui, Laurent trouva une présence durable. Un homme qui ne se contentait pas de l'applaudir,
mais partageait les jours ordinaires, les fatigues, les doutes et les retours tardifs. Leur union, scellée par un pax, traversa près de 15 années. Dans un univers où les liens se défont au rythme des carrières, cette histoire ressemblait à un refuge. Benoît représentait la preuve qu'un être pouvait choisir le rang, non pour sa célébrité, mais pour l'homme caché derrière le rire. Lorsque leur relation prit fin en 2018, ils choisirent la discrétion. Pas de guerre publique, pas de souvenirs transformés en armes. Laurent parlera de cette période comme d'une belle partie de sa jeunesse, et tous deux préserveront un lien respectueux. Mais une séparation calme n'est pas une séparation sans douleur. Les ruptures les plus silencieuses sont parfois celles qui résonnent le plus longtemps. Laurent venait de perdre l'homme qui avait occupé la place laissée vide par tant de paroles familiales. Il croyait avoir déjà connu l'essentiel. Il ignorait encore qu'un autre amour, plus jeune, allait bientôt lui donner l'illusion que le temps pouvait revenir en arrière. Après Benoît Petitjean, Laurent Ruquier aurait pu choisir la prudence. 15 années de vie commune laissent des habitudes dans chaque pièce, des gestes qui persistent lorsque l'autre n'est plus là. Pourtant, au lieu de refermer son cœur, il accepta une nouvelle histoire, plus vive, presque insolente face au temps. Hugo Manos avait 25 ans de moins que lui. Il appartenait à une génération façonnée par Instagram et les vies racontées en temps réel. Laurent venait d'un monde où l'on gagnait sa place par la radio, les nuits d'écriture et les longues années de scène. Tout semblait les opposer. C'est peut-être ce qui les attira. Auprès de Hugo, Laurent retrouvait une légèreté qu'il croyait perdue. Le jeune homme ne le renvoyait pas seulement à son âge. Il lui donnait l'impression que certaines portes restaient ouvertes, que le désir et les surprises n'étaient pas réservés à la jeunesse. Mais le temps ne disparaît jamais parce qu'on refuse de le regarder. Il attend, puis revient s'asseoir entre deux êtres. Pendant près de 7 ans, leur couple résista aux commentaires et aux soupçons. L'écart d'âge amusait certains, dérangeait les autres. Pourtant, derrière les apparitions souriantes, 2 rythmes de vie s'éloignaient. Hugo voulait encore découvrir, bouger, construire autrement. Laurent cherchait davantage de stabilité après des journées passées sous les projecteurs. Il n'eut pas forcément un coupable. Seulement cette vérité cruelle. 2 personnes peuvent encore s'aimer et ne plus savoir habiter la même histoire. Lorsque la rupture fut rendue publique, Laurent choisit encore la dignité. Pas de règlement de compte, pas de phrases destinées à blesser. Il admit que la différence de génération et de mode de vie avait fini par creuser une distance impossible à combler. À plus de 60 ans, perdre un compagnon après presque une décennie n'est pas un simple changement d'adresse. C'est devoir réapprendre les matins, les repas, et cette heure tardive où personne ne demande comment s'est passée la journée. La solitude ne fait pas toujours de bruit. Elle déplace une chaise, puis attend que l'on remarque le vide. Pour Laurent, cette fin réveillait une peur ancienne, celle de ne plus être choisi, celle de voir le monde avancer plus vite que lui. Hugo n'avait peut-être jamais été une façon de retenir sa jeunesse, mais son départ obligeait Laurent à regarder l'âge sans miroir complaisant. Et tandis que le public cherchait déjà un nouveau visage à placer près de lui, un homme restait présent dans son quotidien professionnel. Il riait avec Laurent, connaissait ses blessures, et lui devait le tournant de toute une vie. Son nom commençait à circuler, mais la vérité, elle, n'était pas encore prête à être dévoilée. Pendant des années, Laurent Ruquier a occupé une place que peu d'animateurs parviennent à conquérir. Chaque semaine, dans On n'est pas couché, il recevait écrivains, artistes et responsables politiques. Une phrase lancée sur son plateau pouvait ouvrir une carrière, déclencher une polémique ou laisser une trace impossible à effacer. Il semblait installé au centre du jeu. Pourtant, la télévision ne promet rien à personne. Elle applaudit aujourd'hui, puis cherche déjà le visage de demain. En 2020, après 14 saisons, l'émission s'arrêta. Pour le public, ce fut la fin d'un rendez-vous. Pour Laurent, ce fut davantage la disparition de territoires façonnés à son image, avec son ironie, ses fidélités et ses batailles. Il continua d'avancer, changea de chaîne, tenta de nouveaux formats, entra dans l'univers rigide de l'information continue. Mais l'expérience sur BFM TV ne dura que quelques mois. Laurent eut alors une franchise rare dans ce métier. Il reconnut que les publics,
ne l'avait pas suivi comme il l'espérait et qu'il fallait savoir accepter un échec. Cette confession avait quelque chose de brutal. L'homme qui avait longtemps donné le rythme des soirées françaises devait admettre que son nom ne suffisait plus à garantir le succès. La télévision, autrefois avide de sa présence, le sollicitait moins. Non parce qu'il avait cessé d'avoir du talent, mais parce qu'une époque nouvelle avançait, rapide, impatiente, obsédée par les images courtes et les visages neufs. Laurent ne disparut pourtant pas. La radio resta son refuge, le théâtre son sanctuaire, et les grosses têtes, ce lieu où sa voix conservait autorité. Mais la nuance était cruelle. Il travaillait encore, il faisait toujours rire. Pourtant, il n'était plus seul au sommet. Au même moment, sa vie privée se fissurait. Hugo Manos s'éloignait, les habitudes du couple s'effaçaient, et le silence du retour à la maison devenait plus lourd. Perdre une place dans le cœur d'un homme est douloureux. Sentir en parallèle que le monde professionnel commence lui aussi à vous remplacer, c'est voir deux portes se fermer dans le même couloir. Dans cette période où l'amour et la gloire semblaient reculer ensemble, une présence demeurait fidèle. Un humoriste au rire immédiat, à la parole libre, que Laurent avait repéré alors que presque personne ne croyait encore en lui. Il connaissait les coulisses, les blessures, les histoires d'amour et les moments de doute. Il était là avant la rupture et il resta après. Cet homme s'appelait Jean-Phi Janssens. Et lorsque les regards commencèrent à s'attarder sur leur complicité, une question se mit à circuler. Laurent avait-il seulement sauvé sa carrière ou une autre histoire était-elle née dans l'ombre du studio? Dans Les Grosses Têtes, Laurent Ruquier et Jean-Phi Janssens se répondent avec une liberté qui trouble ceux qui observent de loin. Ils se provoquent, évoquent leur vie privée, transforment les blessures en plaisanteries. Quelques secondes sorties de leur contexte suffisent alors à nourrir une rumeur. Et quand deux hommes se comprennent trop bien, le public imagine parfois ce qu'ils n'ont jamais affirmé. Pour comprendre leur lien, il faut revenir à l'époque où Jean-Phi n'était encore qu'un ancien steward qui tentait de faire rire dans des salles presque vides. Son rêve vacillait. Les factures s'accumulaient. Le loyer devenait difficile à payer et l'idée d'abandonner commençait à sembler raisonnable. Puis, Laurent le vit sur scène. Là où d'autres ne voyaient que débutants fragiles, Ruquier reconnut une voix et une manière de raconter les échecs sans perdre la lumière. Il lui ouvrit les portes de Les Grosses Têtes, lui donna un micro, une place et surtout ce que tout artiste attend au bord du renoncement. Quelqu'un qui croit en lui avant que le public ne le fasse. Pour Jean-Phi, ce geste changea tout. En quelques mois, l'homme inquiet de ne plus pouvoir vivre de son métier devint un visage populaire. Il n'a jamais oublié cette dette morale. Il a parlé de Laurent comme de celui qui avait sauvé sa carrière, peut-être même une partie de sa vie. Cette gratitude, ajoutée à leur complicité, devint le terrain idéal pour les soupçons. Certains interprétèrent les rires, la proximité et les confidences comme les signes d'un amour caché. Les plaisanteries sur le fait de coucher avec le patron furent répétées, déformées, puis présentées comme des indices. Mais Jean-Phi connaissait déjà Hugo Manos. Il avait vu naître cette relation, entendu les confidences, partagé les coulisses. Rien, dans leurs déclarations, ne permettait pourtant d'affirmer que son lien avec Laurent avait changé de nature après la rupture. La réponse est moins spectaculaire que la rumeur, mais peut-être plus précieuse. À ce jour, rien ne permet d'affirmer que Laurent Ruquier et Jean-Phi Janssens forment un couple. Ce qui existe réellement, c'est une amitié née d'un geste décisif, consolidé par les années, la reconnaissance et la fidélité. Et si le public refuse parfois de croire à une telle loyauté, c'est peut-être parce que le monde du spectacle l'a habitué à la trahison. Deux hommes peuvent se soutenir, se connaître profondément, s'aimer avec tendresse, sans partager une histoire sentimentale. Jean-Phi n'est peut-être pas le nouvel amour de Laurent, mais dans une vie marquée par les départs, il est l'un de ceux qui n'ont jamais oublié pourquoi ils sont entrés dans la lumière. Laurent Ruquier a passé une grande partie de sa carrière à ouvrir des portes. Des humoristes inconnus, des chroniqueurs fragiles, des artistes que personne n'osait programmer ont trouvé près de lui un micro,
Une scène, parfois une seconde naissance. Il savait reconnaître une voix avant qu'elle ne devienne célèbre, parce qu'il n'avait jamais oublié ce que signifie attendre que quelqu'un vous remarque. Mais offrir une chance ne garantit pas la fidélité. Certains de ceux qui l'avaient accompagné ont fini par s'éloigner. Une fois installés dans la lumière, ils ont quitté les émissions, coupé les liens ou critiqué publiquement celui qui les avait aidés. Dans le monde du spectacle, la gratitude dure parfois moins longtemps qu'un succès. Et pour Laurent, qui transformait ses équipes en famille, chaque départ avait le goût d'une trahison. La blessure venait surtout de cette question. M'aimait-il vraiment? Ou seulement la place que je pouvais leur offrir? C'est pour cela que la présence de Jean-Philippe Janssens prend une autre dimension. Jean-Philippe n'a jamais oublié l'homme qui lui avait tendu la main lorsque son avenir semblait se refermer. Il est resté fidèle, moqueur, affectueux. Cette loyauté semble banale à ceux qui n'ont jamais connu l'abandon. Pour Laurent, elle vaut peut-être davantage qu'une déclaration d'amour. Mais le temps ne se contente pas d'éloigner les vivants. Il emporte aussi ceux que l'on croyait éternels. Claude Sarraute était l'une de ces présences. Journaliste, écrivaine, amie, elle occupait dans la vie de Laurent une place au-delà du studio. Lorsqu'elle mourut à 95 ans, il ne perdit pas seulement une complice. Il perdit une figure maternelle, une femme qui avait compris l'homme derrière l'animateur. Sa voix se brisa en direct. Celui qui masquait ses blessures par une plaisanterie ne trouva plus de refuge. Il pleura, parce que certaines absences ne laissent aucune place à l'ironie. Avant elle, d'autres avaient disparu. Pierre Bénichou, Jean-Pierre Mariel, des artistes d'une génération qui avaient façonné son univers. Chaque décès retirait un visage autour de la table, une histoire commune, une part du monde dans lequel Laurent avait grandi. Peu à peu, les grosses têtes devinrent lieux peuplés de souvenirs. Les rires continuaient, mais derrière eux se dessinaient des fauteuils invisibles, occupés par ceux qui ne reviendraient plus. Alors une peur plus profonde s'installa. Après avoir vu partir ses amours, ses amis et certains de ses protégés, Laurent Ruquier dut affronter une question qu'aucun succès ne peut faire taire. Quand les autres disparaissent, qui restera pour se souvenir de vous? Et pour un homme sans enfant, cette question allait bientôt devenir une obsession. À mesure que les années avancent, Laurent Ruquier regarde autour de lui et reconnaît de moins en moins le paysage qui l'entoure. Les visages changent, les habitudes aussi. La télévision qu'il a consacrée se nourrit désormais de séquences rapides, de vidéos verticales, de réactions instantanées. TikTok, Instagram et les nouveaux codes imposent leur rythme. Un rythme qui ne ressemble plus tout à fait au sien. Il ne cache pas sa peur de vieillir. Longtemps, la jeunesse de ceux qu'il aimait lui a peut-être donné l'illusion de rester lié à une énergie plus vive. Mais aucun amour, aussi intense soit-il, ne peut arrêter le temps. À plus de 60 ans, il doit désormais regarder disparaître une partie de sa génération, tandis que d'autres occupent les places autrefois réservées aux figures comme lui. Cette peur serait moins douloureuse s'il pouvait la transmettre, la partager, la déposer dans les mains d'un enfant. Mais Laurent n'a pas fondé de famille traditionnelle, et il n'a pas de descendants pour porter son nom après lui. Ce choix n'annule pas la liberté de sa vie. Pourtant, il laisse parfois apparaître une question vertigineuse. Que restera-t-il lorsqu'il ne sera plus là pour parler, écrire ou faire rire? C'est ici que le théâtre prend toute sa force. La radio disparaît dans l'instant où elle est diffusée. Une émission de télévision peut être supprimée, oubliée, remplacée. Mais une pièce peut revenir des années plus tard, jouée par d'autres voix, devant un public qui n'a jamais connu son auteur. Laurent a écrit encore et encore, comme s'il construisait une famille faite de personnages, de répliques et de scènes capables de lui survivre. Ses œuvres deviennent ses héritières. Elles ne portent pas son visage, mais elles conservent son regard sur le monde, son ironie, ses blessures et cette manière de transformer la douleur en rire. Là où il n'y a pas de fils ou de fille pour raconter qui il était, une scène éclairée peut continuer à le faire. Et malgré les revers, Laurent n'a pas quitté le combat. Il reste à la radio, revient à la télévision, produit, joue, écrit. Il sait que le centre du monde médiatique s'est déplacé, mais il refuse de devenir le spectateur silencieux de sa propre disparition. La vérité est peut-être là. Jean-Philippe Janssens n'est pas confirmé comme son nouvel amour,
Hugo Manos appartient désormais au passé. Les amis disparaissent, les programmes s'arrêtent, les générations se remplacent, mais Laurent continue de créer. L'enfant qui craignait autrefois d'avoir été une erreur a passé sa vie à devenir inoubliable. Il ne peut empêcher le temps de lui prendre la jeunesse, les amours ou les êtres chers, mais par l'art, il peut obliger le temps à se souvenir de son nom. La rumeur promettait une nouvelle histoire d'amour, mais elle révèle surtout une fidélité rare. Rien ne confirme que Jean-Philippe Janssens soit le nouveau compagnon de Laurent Ruquier. Il demeure un ami, un complice, l'homme qui n'a jamais oublié la main tendue au moment où tout vacillait. Après les ruptures, les écrans qui se détournent et les êtres chers qui disparaissent, Laurent continue d'écrire et de faire rire. Comme pour rappeler au monde que l'enfant autrefois jugé indésirable est devenu un homme impossible à oublier.